Allez, bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui donc, pour cette nouvelle conférence à la Madeleine de Marcel. Donc tout d'abord, je souhaiterais qu'on applaudisse et qu'on remercie donc, ceux qui nous accueillent, la Madeleine de Marcel. Comme vous le savez, ils font la gentillesse d'accueillir l'association Unisson les premiers samedis du mois donc, pour ces conférences suivies d'un repas en compagnie d'auteurs et d'auteurs de renom. Voilà, mais en tout cas, merci à vous d'être là. Donc je rappelle que c'est organisé par l'association Unisson. Dont on peut remercier aussi Madame Dominique Guénin, la secrétaire, qui est à l'initiative de ces événements. Et on le sait, c'est un travail compliqué, donc merci à toi Dominique. On a une pensée aussi pour notre trésorière Alice Masson, qui est sur ses terres natales en Arménie, et on pense très fort à elle, donc vous pouvez l'applaudir également. Beaucoup plus près, on a aussi Christelle Avon, libraire à Saint-Chamas, retenue aussi, comme tous les samedis, par des obligations professionnelles, puisqu'elle reçoit ce matin une auteure de l'association, Sarah Suppisson, en dédicace. Donc elle ne peut pas être avec nous aussi, mais elle vous embrasse, donc on peut l'applaudir également. Et puis moi, en tant que président, mais ça vous le saviez déjà. Merci. Donc aujourd'hui, le thème de la conférence est « Est-ce qu'on peut tout écrire pour la jeunesse ?» Donc un thème choisi par Dominique, qui a invité des auteurs en fonction. Donc je vous demande d'applaudir donc Armel Rouffignac, qui va nous présenter son livre « Mystère dans la selva Amazonia ». Voilà. Donc, merci beaucoup. À côté d'elle, nous avons donc Janine Anziani pour son livre « Paula de Marseille à la Calanque ». Une illustratrice, Marine Pedana Albertini, et son auteur Emmanuel Statopoulos pour les petits zigotos. Et enfin, donc Claire Béguin pour son roman Abricot l'escargot, une quête arc-en-ciel. Donc vous commencez maintenant à connaître un petit peu le principe de ces conférences. Donc chaque auteur on va leur passer le micro, ils vont se présenter en quelques mots. Et ensuite, voilà, on échangera un petit peu sur vos livres, dont vous avez décidé d'écrire, et justement qu'on puisse répondre à cette question, est-ce qu'on peut tout écrire pour la jeunesse? Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, bonjour à tous, comme je le disais tout à l'heure, et puis merci d'être là. Donc, je suis Armel Rouffignac et je suis enseignante en fait depuis plus de 30 ans. Donc, les enfants, oui, c'est mon quotidien, et puis la transmission, développer aussi l'esprit critique. La collaboration, etc. Donc des valeurs qui me sont personnelles. Et ce roman, justement, il est né d'un désir il y a déjà 20 ans, en fait. Vous allez vous dire, elle est lente à écrire. Mais donc, voilà, ce roman, je l'ai commencé il y a plus de 20 ans, parce que déjà, j'avais à cœur de sensibiliser les enfants, les jeunes, à la protection de la nature. Et quel plus beau symbole que pour défendre cette nature que la forêt amazonienne. Donc en fait, mon roman, j'ai souhaité justement le situer dans cette forêt amazonienne pour emmener les enfants vers cette découverte de la nature. Donc voilà. Après, je pense qu'on reviendra, je ne vais pas être trop longue. Et ce roman, donc j'ai mis 20 ans à l'écrire, mais il est sorti en 2022. Voilà, donc, et c'est ce premier roman que je vous présente aujourd'hui. Merci. Bonjour, alors moi je suis Janine Anziani, j'habite Marseille et je suis née à Marseille. Et j'ai jamais quitté Marseille. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs les Paula de Marseille, mais on y reviendra. Donc moi, j'ai toujours écrit depuis mes 12-13 ans, grâce à mon papa qui, lors d'un voyage en Grèce, m'avait acheté un petit carnet et un stylo et m'avait dit que tu tiendras notre journal de voyage. Et après, je n'ai plus jamais arrêté d'écrire, tout en faisant des métiers multiples et variés. Bon, je vais passer la liste. Mais c'est en 2000 où j'ai décidé de changer de vie, en quelque sorte, et de me consacrer vraiment à l'écriture. Et notamment parce que j'écrivais dans des journaux de clubs nautiques et qu'une amie qui était instite,
Bon, je sais pas, maintenant, il faut dire professeur des écoles, mais bon, je reste à l'institut, je trouve que c'est plus sympa. M'a dit, écris-moi un conte pour enfants. Et je lui ai dit, mais Claire, moi, je ne ferai pas écrire pour les enfants, j'ai jamais écrit pour les enfants. Elle m'a dit, si, je suis sûre que tu feras ça très bien. J'ai écrit un premier conte qui s'appelait Pompon, le petit voilier rêveur, qui a fait un tabac dans sa classe, alors sous forme de manuscrit, il y a 4 ans. Et puis ça a fait boule de neige, on m'a dit écris-en un autre, écris-en un autre. Après, cette même Claire m'a dit, mais tu devrais faire la démarche de chercher un illustrateur. En l'occurrence, ça a été une illustratrice, Isabelle Nec-François, qui a travaillé avec moi pendant plus de 10 ans. Et voilà, et c'était parti. Donc, le premier livre pour enfants est sorti en 2007. C'était donc des contes qui s'appelaient les contes de la Méditerranée, qui sont épuisés aujourd'hui. Mais il y a quand même 2 contes qui ont été repris par un autre éditeur. Et donc, on peut encore trouver des contes de ma Méditerranée, un peu rebâtis. Bonjour, Emmanuel Stopoulos, fier gemnosien, donc je suis à domicile aujourd'hui à la Madeleine de Marcel. Voilà, donc moi j'ai commencé l'écriture assez sérieusement à mes 17 ans. Avant c'était que des gribouillages. Donc voilà, j'ai écrit mon premier livre à 17 ans. J'ai mis un peu de temps pour continuer parce que je me suis un peu étalé sur des projets qui ne se sont pas concrétisés. Mais donc voilà, le livre que je présente aujourd'hui, c'est mon second. Je travaille sur le 3e et après sur d'autres types d'écrits, enfin tout ce qui reste dans l'écriture. Je fais un peu de consulting sur des scénarios aussi. Donc voilà, je reste vraiment là-dedans. Et si j'ai écrit pour les enfants, je pense qu'on en parlera un peu plus après. Parce que je travaille à l'école de la Culasse à Genos. Donc je suis en contact constant avec les enfants. Et c'est vraiment eux qui m'ont inspiré dans ce travail-là, sur ce bouquin. Moi, du coup, je suis illustratrice. Je m'appelle Marine Pitana Albertini, j'ai 23 ans. Et je suis passionnée par toutes les formes d'art. C'est pour ça que j'ai concrétisé le projet d'Emmanuel qui souhaitait parler du harcèlement, en l'occurrence. Et du coup, c'est un très beau projet que j'ai illustré. Voilà. Bonjour, je suis Claire Béguin, ravie d'être parmi vous et un peu stressée pour une première au micro. Donc je suis maman de 3 enfants qui sont déjà adolescents. Je travaille aussi en tant qu'enseignante. J'ai une classe de CM2 à Marseille. Je suis née dans le coin, parce que j'habitais pendant des années sur Roquepère, pas très loin d'ici. Et donc j'écris depuis quelques années des livres pour enfants. Et je vous présenterai aujourd'hui Abricot l'escargot, une carte arc-en-ciel. Vous verrez, j'ai choisi ce livre parce que je trouve qu'il était vraiment en lien avec le thème du jour. Merci. Merci beaucoup donc, pour ces présentations. Donc on vous le rappelle, hein, le thème c'est est-ce qu'on peut tout écrire pour la jeunesse? Mais d'abord, première question que vous pouvez répondre, on passera le micro, mais pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ce thème pour la jeunesse, justement? Avant de répondre à la question est-ce qu'on peut tout écrire, pourquoi vous avez choisi d'écrire pour la jeunesse? Qui veut commencer? Donc pour moi c'est une évidence parce que mon métier, si je l'exerce, c'est avant tout pour les enfants. Donc la transmission c'est quelque chose d'important, mais la transmission de valeurs. Pour moi c'est l'éducation avant l'instruction. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, ces thématiques, ces valeurs qui sont au travers de mon roman, eh bien, j'ai souhaité justement donc que les enfants soient plus concernés, se sentent plus concernés par le biais du roman. Parce que justement, je pense que le roman, l'écriture est un média qui permet aussi bien à l'enfant de découvrir un univers, de se poser des questions, de réfléchir, d'échanger, parce que ce livre, finalement, au départ, je l'ai écrit pour pour les lecteurs à partir de 10 ans quand même, hein. Mais c'est devenu un livre intergénérationnel, c'est-à-dire que j'ai des familles qui en fait se sont appropriées le roman
et c'est devenu aussi un média qui permet d'échanger sur des thèmes. Parce que bien sûr, des thèmes qui me sont aussi importants que le droit à l'erreur, parce que ça c'est quelque chose qui, dans notre société, est très peu valorisé, et pourtant c'est important dès le plus jeune âge de comprendre qu'on a le droit à l'erreur, l'amitié, le respect aussi, la coopération, parce que là en ce moment on a la flamme olympique qui passe, ben, c'est super, les JO, c'est top, mais on est toujours dans un esprit de compétition. Et pour moi, ben, par exemple, les valeurs de coopération sont beaucoup plus importantes que les valeurs compétitives. Donc, tous ces thèmes, je les aborde à travers mon roman, et c'est pour ça donc, que j'ai souhaité écrire pour la jeunesse. Alors moi, pourquoi j'ai écrit pour la jeunesse, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une amie institutrice qui m'a dit « écris-moi un conte pour enfants ». Ces contes, j'en ai écrit 8. Après, la démarche de trouver un éditeur, parce que je voulais pas faire un conte d'auteur, a été un peu galère, mais bon, on a trouvé. Et alors là, ben, je me suis pris au jeu, on va dire, et dans un circuit, à chaque fois... en écrire un autre, mais tout ce que j'ai écrit avait du sens, et comme Armelle l'a dit aussi, je n'ai pas écrit un seul livre qui n'est pas un message carrément des fois bien défini, ou des petits messages disséminés. Et par exemple, les Paula de Marseille, il y en a 6, le 7e qui va sortir à la fin du mois. On aborde alors là des sujets vraiment... la défense de l'environnement marin, la défense de l'environnement terrien, le gaspillage d'énergie, vivre ensemble, voilà. Vraiment on va dire des grandes thématiques, mais souvent sous ces messages chapeaux, comme par exemple dans un de mes contes qui s'appelle Pouloutou et les diamants, qui est un des deux qui a été réédité, eh bien le message principal était le courage. Mais comme tu disais tout à l'heure, par exemple dans le mien, moi je tenais à parler de... Plus personne ne sait s'excuser. Tu parlais de droit à l'erreur. Bon, ben moi je trouve aussi qu'on a droit à l'erreur, mais à ce moment-là, il faut s'excuser. Et plus personne ne s'excuse. Et dans ce conte-là, il y a une race-casse très méprisante envers un poulpe, parce que le poulpe, il est laid, mais déjà il n'a pas choisi d'être laid. Hein. Et ensuite, il va faire une action d'éclat. Et là, la race-casse va savoir s'excuser. Et donc, ces messages, ils passent, je suis sûre que je le sais, j'ai pas mal d'animations dans les écoles, les messages, les enfants les reçoivent. À travers, justement, vous aussi. Écrire pour les enfants, c'est vraiment pas particulièrement une vocation pour moi à la base. Moi, je suis plutôt dans l'écriture, soit psychologique, philosophique, voilà, qui est une avant et après lecture. L'écriture fasse réfléchir. Sauf que donc ça fait 3 ans bientôt que je travaille à l'école de la Culasse, et donc dans le périscolaire, donc je les surveille durant les récréations, et on est très très attentif à leur bien-être ou mal-être. C'est pour ça que quand on est témoin de harcèlement, de phobies scolaires, qui sont très souvent liées, nous on se sent impuissant parce qu'on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, et on est obligé de laisser faire ces cours mandatés par le gouvernement, de faire ces préventions anti-harcèlement, qui sont, je trouve, très mal faites, parce que même s'ils vont comprendre ce qu'on leur dit, ils vont jamais comprendre, savoir le mettre en application. Ils vont jamais savoir reconnaître ce qu'on leur dit durant ces cours-là. C'est pour ça que je me suis dit que c'est important d'ouvrir le discours avec des mots qu'ils comprennent. Et pour les plus petits, c'est le livre jeunesse, c'est le meilleur support. C'est pour ça que je me suis dit que c'était important d'écrire ça et de pouvoir ouvrir le dialogue. Après, bien sûr, c'est aux parents de prendre la main. Mais je pense que dans ce qu'on a fait, ça permet aux enfants de vraiment comprendre et de vraiment mettre en application sur leur quotidien. Parce que, comme je dis souvent, un enfant harcelé, c'est pas un enfant au milieu
d'un moulon en train de se faire pointer du doigt. Un enfant harcelé, il est main dans la main avec deux copains, avec le sourire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Voilà. Alors en l'occurrence pour moi c'est plutôt pourquoi j'ai illustré pour les enfants. Eh bien voyez-vous, je trouve que c'est très important d'aborder plusieurs notions pour les enfants pour qu'ils se sentent déjà représentés, mais également pour qu'ils puissent comprendre notre société du mieux possible dès leur plus jeune âge et pouvoir évoluer le mieux possible dès leur plus jeune âge. Du coup c'était un projet assez important pour tous les petits garçons et les petites filles qui se sont retrouvés dans ce genre de situation un peu sans leur consentement. Et du coup, vu que je parle plus d'illustration, moi mon travail ça a été plus de faire en sorte d'avoir des illustrations qui découlent des émotions qu'Emmanuel a voulu faire ressentir. Et du coup c'était très agréable et très créatif comme travail de dessiner d'après des écrits. Bon, alors, avant d'avoir écrit pour les enfants, je pense que j'ai d'abord toujours écrit pour moi-même. Depuis que j'ai pu commencer à écrire. Et puis, j'ai voulu écrire pour mes propres enfants. Alors, pas avec Abricole Escargot, mais avec mon premier livre qui est autobiographique, Au-delà des montagnes, dans lequel je raconte une expérience d'expatriation au Pérou lorsque j'avais 10 ans. Et lorsque mon aîné a eu 10 ans, j'ai voulu lui transmettre mon expérience. Et pour moi, la manière la plus naturelle, la plus évidente, c'était de l'écrire. Donc j'ai écrit pour elle. Et puis finalement, des années plus tard, j'ai fini par l'auto-éditer. Et j'ai vu qu'il pouvait être apprécié et lu par d'autres personnes aussi. Et puis le chemin était encore un petit peu plus long avant de passer à l'écriture d'albums pour enfants. Puisque à part écrire pour mes propres enfants, j'avais pas la volonté vraiment de produire des textes pour un large public. Mais c'est un défi qu'on m'a lancé un jour, un peu comme Madame Anziani. Oh, Janina. Janine. C'est un défi qu'on m'a lancé un jour. On m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas des livres pour enfants? Parce qu'au-delà des montagnes est plutôt réservé à des enfants plutôt à partir de 12 ans, parce qu'il est un peu difficile à lire et avec des scènes un peu difficiles. Et donc j'ai tenté le coup, j'ai essayé d'écrire un livre pour enfants, un conte, Balthazar le casoar. Donc c'est le premier conte que j'ai écrit sous forme d'album. Et puis ça m'a fait le même effet que pour Au-delà des montagnes. J'ai vu qu'il était lu, apprécié, et ça m'a donné envie de continuer. Donc je n'ai plus arrêté d'écrire des contes pour enfants depuis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tommy? Alors, moi, ma question, c'était par rapport aux adultes, parce qu'en fait, depuis quelque temps, on dit que les enfants lisent moins. Donc, comment motiver les parents, justement, à leur faire lire ce genre de livre? Ou est-ce que c'est une alternative quand ils ressentent quelque chose, un malaise chez leur enfant? Comment ça se passe, à votre avis? Comment ça peut se passer pour justement que les enfants atteignent, donc lisent vos livres, quoi, en fait? Bonne question de Dominique. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui. C'est très superficiel ce que je veux dire, mais quand on a un beau livre, un bel objet devant soi, on a envie de le toucher. Donc je pense que ça passe par le dessin. Alors évidemment, forcément, je sers ma cause, mais je pense que vraiment quand on a un bel objet, on a envie de le toucher, de l'explorer, et ça passe en partie par le dessin et l'objet en lui-même pour appâter l'enfant à peut-être plus lire, j'imagine. Et du coup, je sais pas ce que tu en penses, toi, Emmanuel. Déjà, ça passe par l'éducation. Donc un enfant, lui, il va mimer ce que fait ses parents. Si ses parents lisent jamais, il va jamais avoir le réflexe de venir lire. Quand il voit ses parents lire un peu toute la journée, il va vouloir faire pareil et avoir le réflexe de prendre le livre. Mais aujourd'hui, on dit souvent que la lecture est menacée souvent par les écrans, par
YouTube ou quoi que ce soit. Et je pense qu'en réalité, cette menace elle a toujours été présente quand il y a eu la télé, quand il y a eu la radio, il y a toujours eu des choses pour interférer. Mais l'intérêt, il est toujours là, donc il faut parfois forcer un petit peu l'intérêt sans dire de forcer à lire un livre, ça c'est pas une bonne chose, mais d'habituer l'enfant à mettre des livres dans son environnement, parce que naturellement il va s'accommoder avec son environnement, et je pense que pour qu'un enfant lise un livre, ça passe par là d'abord, par l'environnement. Oui, alors je suis assez d'accord avec Emmanuel et Marine. Je trouve aussi que le livre est un objet de consommation, et que justement on peut utiliser cet objet de consommation pour, comme média éducatif, donc pour faire passer des messages, amener l'enfant à réfléchir et à évoluer. Alors moi, ce que je pourrais rajouter et que je cautionne tout à fait par rapport à ce qui a été dit, c'est aussi les rencontres avec les auteurs. Parce que bon, j'ai eu la chance, moi c'est la première fois que je viens sur un café littéraire, donc c'est ma première expérience, mais par contre, j'ai déjà fait plusieurs fois des salons, et notamment le salon du livre de Toulon. Et c'est vrai que la rencontre avec les enfants, avec les parents, et permet aussi justement de créer ce lien avec l'auteur. Et ça, du coup, on touche l'affect de l'enfant, on touche l'affect aussi des parents, et on les invite à rentrer dans notre univers. Donc c'est vrai, alors Marine parlait aussi d'illustration, et c'est vrai que moi j'ai fait faire plusieurs illustrations avant de trouver une jeune femme qui est vraiment rentrée dans mon univers. Et c'est vrai que cette couverture a été une grande porte d'entrée justement pour toucher mon public. Et aussi bien les enfants que les adultes. Voilà. Oui, alors, j'abonde dans votre sens. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est pas si facile. Alors, il faut dire que j'étais maman et je suis grand-mère. Et donc, j'ai eu 2 générations d'enfants. Donc, entre mes mains, surtout que je me suis beaucoup occupée et de mes enfants, parce qu'à l'époque, j'avais fait un arrêt dans mon travail. Et ensuite, de mes petits-enfants, je me suis beaucoup occupée. Petits, il n'y a pas de problème. On peut vraiment les motiver par un très bel objet, comme tu dis, par les images, puisqu'ils ne savent pas lire. On peut les retenir par l'écriture du auteur, puisqu'on va quand même sélectionner quand même des livres qui soient agréables à lire et qui les intéressent. En grandissant, ça devient de plus en plus difficile. Et je dirais que donc j'ai aussi presque maintenant 20 ans derrière moi en tant qu'auteur, puisque mon premier livre a été publié en 2007, et j'ai vu quand même la situation se dégrader. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans en arrière, enfants, parents, grands-parents, dans les salons ou dans les librairies quand je fais des dédicaces, spontanément venaient vers moi, regarder les livres, ou d'autres auteurs quand j'étais pas seule, tourner les pages des livres, poser des questions. Et maintenant, ils y sont toujours ceux-là, mais souvent, il y a des gens aussi qui passent très très vite. Et quand on essaie même de les retenir, de demander est-ce que vous ne voulez pas regarder mes livres et tout, ils me disent oh non, 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 mes enfants ne lisent pas, oh non, 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 ça n'intéresse pas mes petits-enfants, non, 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 c'est fini, ils lisent plus. Et ça, c'est triste parce que je pense que justement, il n'y a rien de plus important que la lecture, que la littérature. C'est le seul moyen de les faire réfléchir, de leur donner des bases, de faire passer des messages, de les faire s'évader du quotidien qui n'est pas toujours drôle, surtout à l'heure actuelle. Enfin, moi, je ne vois pas par quoi remplacer la lecture, mais les téléphones font beaucoup de mal. Je suis désolée de refroidir un peu la chose. Les écrans de manière générale. Oui, c'est ça. Merci. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Non, je disais juste les écrans de manière générale. Voilà. Ouais. Les écrans d'une manière générale. Je voulais juste poser une question, savoir, j'ai entendu à peu près que c'était pour les enfants de 10 ans, en gros, vos livres sont, voilà, c'est l'âge pour les enfants.
Les livres que vous avez écrits, est-ce qu'ils sont tous pour les enfants de 10 ans Question s'adresse à moi? À tout le monde? Ah voilà, oui, c'est bien ce que La dame a dit des enfants de 10 ans pour le vôtre, mais après, j'ai pas entendu pour... Alors personnellement, donc pour mon roman qui est assez non conséquent, oui, je le conseille à partir de 10 ans. Alors j'ai même des lecteurs de 8 ans. Alors il faut savoir qu'en tant que bonne enseignante, et moi je l'espère, j'ai eu à cœur d'expliquer le vocabulaire. Alors c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai des lecteurs adultes, alors des fois ils étaient un peu déroutés parce qu'ils me disaient « Ah mais oui, mais il y a les définitions ». Alors oui, mais je vous emmène au cœur de la forêt amazonienne. Et là-bas, il y a forcément du vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas. Donc alors bien sûr c'est contextualisé, donc vous comprenez. Mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus, il y a. Et puis pour les enfants, aussi, pour moi, la langue française est une très belle langue et qu'il faut défendre. Et donc j'ai eu à cœur aussi d'utiliser les mots appropriés, les adjectifs, les verbes, tout ce qui fait justement la richesse de notre langue. Et donc si c'est un vocabulaire qui est maîtrisé par les enfants, tant mieux. S'ils ont besoin d'une petite explication, ils l'ont de suite, puisque j'ai fait des notes de bas de page. Donc voilà, moi, on va dire 8 ans si vraiment sont des bons lecteurs, parce que pour revenir à la question précédente de Dominique, c'est vrai que le mimétisme est très important, et il faut savoir aussi que nous, en tant qu'adultes, on est très souvent sur les écrans, pour la plupart. Donc c'est vrai que montrer à nos enfants qu'on lit, ou prendre du temps dès le plus jeune âge aussi pour partager ces moments, c'est aussi quelque chose de très important. Les inscrire à la médiathèque. Nous, en classe, maintenant, on a ce qu'on appelle le quart d'heure lecture. Donc c'est vrai qu'on invite les enfants à porter un livre qui leur plaît, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un roman, que ce soit un manga, peu importe. L'essentiel, c'est justement de rentrer dans le livre, de rentrer et de leur montrer que c'est eux qui sont maîtres de la chose. Même s'il y a un auteur qui a écrit, c'est leur esprit aussi qui dirige les choses. C'est pas comme quand on est devant un écran et qu'on nous impose, qu'on reçoit tout ça. Voilà. Donc, je me suis encore étendue, mais voilà. Merci. Emmanuel. Une question. Oui, c'était pour savoir l'âge des Bon, alors moi là, j'ai de 4 ans et demi, on va dire, même si ça ne savent pas encore lire, parce que moi, tout ce que j'écris, c'est écrit pour être lu à voix haute. Hein, j'ai fait du slam à une époque de ma vie, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture qui swing un peu, qui est cadencée. Donc on retrouve cette petite musique dans tous mes livres. Donc par exemple les Paula de Marseille, il y en a eu 6, donc bientôt 7. Là aujourd'hui j'en ai que 4. C'est pour donc à partir de 4 ans, 4 ans et demi jusqu'à 8, 9 ans. Après j'ai d'autres livres qui sont pour qui prennent le relais, on va dire 6-10, comme les contes de ma Méditerranée. J'ai un roman préado qui s'appelle N'aie pas peur de ce fantôme, qui est lui vraiment pour les 9, 12 ans, 12-13 ans. Voilà, il y en a pour tous les âges. Pour le mien, on est plutôt sur, à partir de l'entrée à l'école, quand les enfants commencent à être capables à ressentir un peu de compassion pour qu'il y ait autre chose que la famille. Donc même s'ils ne savent pas lire, le fait qu'on leur fasse la lecture, le vocabulaire est très simple pour qu'ils puissent facilement comprendre, que ça leur soit accessible et qu'ils puissent le lire, relire, relire, comme le font souvent les enfants, sans que ce soit forcément avec les parents. Jusqu'à, alors je dis souvent 7-8 ans max, parce que c'est des illustrations qui ensuite sont un petit peu enfantines pour les enfants un peu plus âgés. Par contre, le texte en lui-même, lui, il va plus loin que ça. C'est juste que l'illustration, c'est le support pour que ça les accroche. Mais le message, il est même pour les adultes. C'est la même chose, mais pour la lecture d'un enfant, un enfant de 10 ans peut très bien le lire, parce que lui, il va pouvoir aussi se rendre compte de certaines choses, et c'est ça qui est important. Donc, en général, je dis entre 3 et 7-8 ans, mais c'est assez flexible en compte.
Pour ma part, pour Abricot l'escargot, c'est plutôt aussi destiné aux enfants à partir de 7-8 ans. Mais j'ai des personnes qui travaillent en maternelle qui m'ont dit que c'était aussi tout à fait adapté. Alors dans celui-ci, le vocabulaire est assez riche et parfois compliqué. Donc ça peut amener les enfants à devoir chercher les mots dans le dictionnaire ou dans le téléphone. Mais bon, je tiens à conserver un vocabulaire quand même assez riche dans mes livres. Donc parfois, il peut y avoir certains mots qu'ils ne comprennent pas. Et l'histoire étant assez dense et longue, je pense que 7-8 ans, c'est bien. Et puis par rapport au sujet qui est traité aussi. Après, dans mes autres albums pour enfants, j'en ai qui commencent à partir de 3-4 ans. Voilà, avec des illustrations, donc ils vont aussi pour les plus jeunes. Merci. C'est pas une question pour moi. Non, je voudrais rajouter, quand on parle de la transmission et de l'éducation, je pense que les personnes après qui ne lisent plus, c'est parce que je crois qu'après, il y a peut-être un vide entre quand on est petit, quand on est plus tard. C'est aussi, puisque vous êtes dans l'enseignement, aussi, moi je n'ai pas d'enfants, pas de petits-enfants, mais je lis toujours dans mon entourage, il y a peut-être des personnes qui ont des enfants de 10 ans. Je crois que c'est la curiosité aussi des parents et des enseignants qui font que peut-être que le gamin, il est amené à dire, ben tiens, je vais lire ça. Et après, les personnes qu'on rencontre, même petits, dans la cour de récréation, et parce que c'est le thème aujourd'hui. Moi, je fais partie d'une petite bibliothèque de la Brognade à Marseille, et je suis très étonnée, et c'est mon poumon la lecture, et c'est pour ça que je suis ici aussi, de gens qui amènent des enfants, et ces enfants-là lisent, parce qu'un jour on a fait un atelier d'écriture adulte, et après on a dit un peu des trucs aux enfants, et bien les enfants, bon, après ils bougent, ils font autre chose, comme tous les enfants, mais si on les amène dans un univers, alors c'est sûr qu'ils vont aller vers des tablettes, ils vont comme nous, voilà, mais quand même, moi je pense, si on est aussi dans la transmission en tant que parents, éducation, etc., peut-être ça sera possible de continuer le chemin de la lecture, je dirais. En fait, c'est Jacques Chancel. Oui. Jacques Chancel, pardon. On disait, il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils aiment, il faut leur donner ce qu'ils peuvent être amenés à aimer. Donc en fait, ça rejoint ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'en effet, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre métier, c'est d'ouvrir les chakras, ouvrir le champ des possibles, et pas rester avec des œillères et sur ce que j'aime et ce que je vais faire, etc. Donc nous, c'est la base de notre métier aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a un vide peut-être aussi, parce qu'on ne sait plus quoi lire, moi j'ai toujours lu la Géméromée parce que je suis à la retraite, mais c'est vrai que on a tellement de possibilités maintenant avec les médias, c'est pas comme avant qu'on était au lycée, on vous disait de lire télé, mais je ne sais plus maintenant. Par contre, j'ai une question pour vous, juste je n'ai pas compris, c'est vrai le droit à l'erreur, à le dire j'ai pas compris, il ne faut pas le dire, parce qu'après c'est pas bien. Bon là, moi j'ai plus de challenge, je n'ai pas compris, vous avez écrit sur le Pérou, mais vous n'avez pas amené vos enfants. Non. Voilà, c'est tout. Voilà, j'avais 10 ans. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais je croyais qu'après, plus tard, vous aviez amené vos enfants. Non, j'ai pas bien compris. Ça va, merci, c'est tout. C'est bon. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qui est écrit ? J'aimerais rebondir sur le fait que vous avez parlé de cassure à un moment, parce que les petits, bon, ils vont lire parce qu'on leur met des livres dans les mains, et parfois ils vont peut-être perdre cet intérêt. Je pense que ce qui joue beaucoup aussi, c'est l'influence des camarades de classe, parce que les enfants, ils vont vouloir rentrer dans le moule, donc ils vont vouloir faire ce qui est tendance. Alors si ce qui est tendance, c'est de regarder tel film, ils vont tous le regarder. Si c'est d'aller voir tel Disney, ils vont tous le regarder. Mais en réalité, je trouve que la tendance niveau littéraire, elle est toujours là. C'est juste que voilà, c'est plus la littérature qu'on écrit nous forcément, parce que pour être au contact des enfants tous les jours, il y en a énormément, mais beaucoup, pratiquement tous, qui lisent soit des BD, soit des mangas. Alors les BD, on connaît depuis longtemps. Oui, mais ça reste de la lecture, parce que même si
certaines personnes n'y sont pas du tout habituées, ça reste quand même des écrits qui portent des messages, c'est pas que forcément du combat comme on peut l'entendre de manière parodiée dans les médias. Donc ça reste quand même une tendance. Le jour où on dit voilà, tous les enfants vont trouver ça cool de lire du Baudelaire, alors tous les enfants liront du Baudelaire. C'est juste une histoire de tendance. C'est juste que nous on n'écrit pas forcément ça, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils se dirigent moins vers la littérature. C'est juste qu'ils se dirigent moins vers la nôtre. Oui, alors justement, je ne suis pas enseignante, mais j'en ai 3 autour de moi et je voudrais en profiter pour leur dire merci, parce que ça passe aussi par elles ou par eux. Et je voulais vous dire une toute petite anecdote qui m'est arrivée et qui, des fois, moi je suis quelqu'un qui doute en permanence pour tout. Et donc, au-dessus de chez moi, je ne sais pas si vous êtes probablement maintenant beaucoup dans cette démarche, on a des containers où on va vider nos bouteilles en verre et nos plastiques. Donc me voilà devant le container en train de vider mes trucs et je vois 2 gamins, enfin un grand gamin devant et la petite sœur derrière, passer en trottinette et puis me lancer, regarder dans ma direction et puis commencer à faire des gestes comme ça. Je dis pas que j'ai eu peur, mais presque un peu parce que... Et puis ils retournent, ils font demi-tour, ils viennent vers moi, et le petit gamin se plante devant moi, et il me dit « Tu me reconnais pas ?» Un peu, vous savez, il y avait une pub avant avec Benetton, là, vous me reconnaissez bon, ouais. Tu me reconnais pas? Et je dis « Non, je suis désolée. » Il me dit « Pourtant, tu es venu dans ma classe. » Je dis « Ah bon? Mais je dis, tu sais, si je suis venu dans ma classe, j'en ai fait pas mal de classes, et puis à chaque fois 25 gosses minimum par classe, je peux pas tous les... Ah, il me dit « Oui, vous êtes venu dans ma classe. » Alors c'était dans le 7e arrondissement de Marseille. Et il me dit, et avec les comptes, donc ça remontait à pas mal de temps, parce que le gamin maintenant, il devait avoir 13-14 ans. Et il m'a dit, ah, mais j'ai adoré, mais je m'en souviens encore tout le temps. Et j'ai vu que j'étais tellement sciée que j'ai même pas eu le réflexe de lui demander, mais qu'est-ce qui t'a tellement frappé dans ce livre? Mais en tout cas, voilà, c'était grâce à une institutrice qui m'avait invité dans sa classe, et ce gamin, mais peut-être donc 5 ou 6 ans après, je ne risquais pas de le reconnaître, il m'a reconnu, il s'est arrêté pour me dire qu'il... Beaucoup, Jeannette. On peut applaudir encore, merci beaucoup. Donc on rappelle effectivement qu'on est donc avec Carmel Rofignac pour son livre Mystère dans la selva amazonia. Pardon. Donc on peut encore l'applaudir. On a également Paula de Marseille à la calanque, donc Janine Anziani. Les petits zigotos de Marine Piedana Albertini et Emmanuel Statopoulos. Et enfin Claire Béguin avec L'abricot escargot. Voilà. Donc on le rappelle que tous ces livres, vous pouvez les retrouver après la conférence. J'ai déjà vu certains aller les regarder. Donc après la conférence, on fera donc une séance de dédicace avec les auteurs. Dominique, tu avais une question? Encore une dernière question. Oui. Est-ce que justement... Peut-on tout écrire pour les enfants? Est-ce qu'il y a des sujets? J'allais poser la question, Dominique, justement, on le rappelle. Le thème de la conférence, est-ce qu'on peut tout écrire pour les enfants? Donc, je laisse la parole à nos amis auteurs. Pour ça, pour alors, je pense qu'on peut quasiment aborder tous les sujets avec les enfants. L'essentiel, c'est de choisir ses mots. Choisir ses mots, c'est c'est avoir un message clair, simple, précis, adapté à l'âge, bien sûr. C'est aussi pour ça que on a des albums ou des romans qui sont écrits pour différentes tranches d'âge. Mais je pense que oui, tous les sujets peuvent être abordés, mais sans rentrer aussi forcément dans des descriptions peut-être trop violentes, mais c'est important, je pense, dès alors pas le plus jeune âge, pas la maternelle, mais c'est vrai que même en maternelle, on aborde des sujets sensibles. Malheureusement, moi j'ai vécu comme expérience en maternelle la perte d'un de mes élèves en cours d'année, ça a été atroce.
Et donc il a fallu aborder ce sujet avec mes élèves. Je l'ai fait avec des mots simples, surtout pas dire qu'il est parti dans le ciel. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que justement, ils sont toujours en attente d'eux. Donc il faut vraiment que les mots choisis soient simples et clairs. Essayez de ne pas, nous, en tant qu'adultes, mettre trop d'affect, parce que ça, par contre, ça peut être dérangeant pour les enfants, parce que nos émotions peuvent parfois nous dépasser, nous submerger, et les enfants, eux, doivent s'approprier ces choses petit à petit. Donc toujours mettre des mots simples, aussi bien sur des événements comme la mort, qui font partie, à partir du moment où on vit, la mort sera là un jour, donc ça en fait partie. Là, dernièrement, parce que ça fait plus de 30 ans que j'exerce mon métier, et j'ai fait tous les niveaux, et là, depuis cette année, je suis remplaçante. Et dernièrement, mardi dernier, j'étais dans une classe où les enfants avaient appris la chanson « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, je pense que tout le monde la connaît. Nous étions mardi, veille du 8 mai 45, et donc les enfants étaient contents de chanter comme toi. Et puis moi, c'est une chanson que j'adore. Au-delà d'être fan de Jean-Jacques, c'est aussi une des chansons pour moi qui est une de ses plus belles. Et donc les enfants ont commencé à chanter. Mais en fait, ils n'ont pas chanté. Ils ont braillé comme toi. Ils ont braillé parce qu'ils sont partis dans une espèce d'envolée. Donc je les ai laissés aller jusqu'au bout de leur chant. Et après, comme nous étions la veille du 8 mai 45, j'ai repris. On a fait un cours à la fois d'éducation civique, d'histoire, pour recontextualiser la chanson. Parce que c'est pas possible. Je veux dire, cette chanson, elle parle de choses terribles, elle parle de la Shoah. Et là aussi, on a abordé, c'était pas par l'écriture, mais donc on a parlé de la Shoah, on a parlé d'Hitler, on a parlé... Donc moi, je pense qu'on peut tout dire aux enfants. Mais il faut savoir choisir les mots. Il faut aussi s'adresser avec eux avec empathie, bienveillance, sans jugement. Et c'est aussi pour ça que je parlais du droit à l'erreur, parce que moi, le droit à l'erreur, c'est pas se tromper... voilà, c'est bien plus profond que ça, le droit à l'erreur. Hein. Donc voilà ma réponse. Oui, je peux que aborder dans le sens de ma voisine. Hein. Je pense qu'on peut tout aborder, mais ça dépend des âges. C'est-à-dire que pour les tout petits, moi, je n'aurais pas écrit, par exemple, ce que j'écris dans N'aie pas peur de ce fantôme, où j'aborde le thème de la haine, de la vengeance, de la violence, du harcèlement. Enfin, il y a énormément de choses dans ce roman N'aie pas peur de ce fantôme, mais ça s'adresse à des enfants, on va dire, pas avant maximum, on va dire 8, parce que c'est toujours pareil, on ne peut pas vraiment mettre une barrière, parce qu'il y a des enfants qui vont être beaucoup plus mûrs à 8 ans, et d'autres qui ne vont pas être mûrs du tout pour ce genre de lecture, donc voilà. Et puis pour les tout petits, j'ai parlé aussi justement du harcèlement dans un polar, puisqu'il y en a plusieurs, qui s'appelle Polar à l'école, mais que j'ai pas là en ce moment parce que j'en ai plus en stock, mais il est en librairie. Mais c'était un harcèlement gentil. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop méchant, de trop violent. Donc c'était juste un gamin qui se faisait voler ses croissants et ses brioches tous les jours à la récréation. Donc pour moi l'âge est important. On peut parler de tout, mais avec des mots choisis et pas pour n'importe quel âge. Un mot. On peut tout écrire pour les enfants, bien sûr, et je pense que c'est essentiel de le faire pour qu'ils comprennent dès le plus jeune âge certaines facettes de la vie. Donc oui. Bon, forcément, je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Je suis d'accord globalement avec ce que dit Armel. Mais voilà, moi je vais appuyer. Je pense pas qu'on puisse quasiment tout écrire, je pense qu'on peut tout écrire. En effet, il faut mettre les bons mots. Après, je pense qu'il y a des thèmes qui font un peu peur, qui sont encore un peu tabous, qui sont nécessaires. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire de parler d'Holocauste à un enfant breton, même si on peut le faire. Par contre, je trouve qu'il est nécessaire d'aborder des thèmes tels que bien sûr, j'oublie les mots.
harcèlement. Oui, le harcèlement, mais voilà, tous ces enfants qui se font agresser par des membres de leur famille. Voilà, merci, l'inceste, voilà. C'est le mot que je cherchais. Voilà, ça, c'est très important parce que je crois qu'un enfant sur... combien sur... Je crois que c'est 4 sur 5, il me semble, dans les familles. Un enfant sur... Non, je crois que c'est un enfant sur 4, un enfant sur 5 qui est victime. Voilà, c'est ça. C'est énorme, sauf que la conversation est très 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 peu ouverte. Donc finalement, on va avoir plein d'enfants qui ne vont rien dire, rien faire et qui vont penser que c'est peut-être normal. Et ça, le meilleur moyen d'ouvrir la conversation, ça va être de leur faire lire un texte qui va être adapté pour eux. Voilà, c'est ça, c'est pour les prévenir, pour qu'ils soient au courant de tous ces thèmes. Et donc pour ça que oui, on peut absolument tout dire, mais les bons mots. Et je pense que les bons mots, parce que c'est assez vague de dire ça, j'ai vu une étude que je ne saurais pas sourcer là maintenant et que je rejoins totalement. C'est une étude qui dit que les enfants, surtout bas âge, quand ils commencent à comprendre un petit peu la vie, ne comprennent pas la négation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur dire ne frappe pas, ne déteste pas cette personne, ne fais pas ça, parce qu'ils vont juste enregistrer le verbe frapper, le verbe détester. Il faut plutôt leur dire passe par la conversation avant tout, passe par ça, fais comme ça, plutôt que ne fais pas ça. Ça, ils vont pas le comprendre et du coup, ils vont enregistrer le fait que cette possibilité existe. Donc, je pense que le meilleur moyen de trouver les mots pour eux, c'est de les accompagner plutôt que de leur dire attention, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen. Et je pense que ça répond peut-être à la question. On peut tout écrire et passer par l'accompagnement. Et surtout sur ces thèmes-là qui concernent énormément d'enfants, comme le harcèlement, comme l'inceste. C'est des mots qui font peur, mais pourtant c'est omniprésent. Je voulais rajouter quelque chose. Pardon. Vas-y Claire, il y a toi. Alors justement, dans la plupart de mes livres pour enfants, j'aborde des thèmes assez difficiles, comme aussi le harcèlement, l'acceptation de soi, la différence. Dans Abricot l'escargot, c'est un peu particulier puisque c'est un escargot qui vient questionner les stéréotypes de genre, qui se demande donc si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Je l'ai choisi volontairement pour m'abstraire du problème du sexe, justement, pour se concentrer sur le genre. Donc c'est un problème très particulier et qui fait un peu polémique aujourd'hui. Donc je pense effectivement, comme mes collègues, qu'il est intéressant, voire essentiel, d'aborder tous les sujets qui peuvent intéresser les enfants ou auxquels ils peuvent être amenés à être confrontés. Je mettrai un petit bémol, c'est que tout cela doit rester dans la légalité, puisque les textes qui sont publiés pour les enfants doivent être conformes à un article de loi de 1945, je crois, qui est sorti juste après la guerre, justement pour préserver les enfants de toute incitation à la haine ou à la violence. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas écrire. Et donc cet article a été revu, me semble, en 2011, dans lequel on y a rajouté la pornographie. Donc, bien sûr, on ne va pas écrire des textes pour enfants ayant pour thème la pornographie ou incitant à la pornographie. Et pour revenir au thème difficile, on peut toujours se référer aux contes classiques qui abordent tous ou presque tous des thèmes très difficiles. Pour revenir à l'inceste, on peut prendre Peau d'âne, Le petit chaperon rouge, la tentation de la sexualité ou pour le viol, Le petit poussé, l'abandon. Il y a énormément de textes qui sont vraiment difficiles. Bon, certes, ils n'étaient pas conçus au départ pour des enfants, mais ils ont été adaptés de façon à être
lu aux enfants ou par les enfants. Et donc, c'est pour dire que je trouve important dans les histoires pour enfants. C'est pour cela que je parle de contes quand je parle de mes livres. Je trouve important qu'ils aient une portée éducative et donc d'aborder justement des thèmes difficiles qu'on peut difficilement... qu'on peut difficilement aborder par la parole. Comme le harcèlement, on peut en parler, mais lorsque c'est écrit, c'est plus facile de comprendre, c'est plus facile de... Puis ça peut être un départ pour en parler après d'ailleurs. Et puis tout ce qui est viol, inceste, ce sont des thèmes quand même, ou la mort, vous en parliez tout à l'heure, ce sont des thèmes très difficiles pour les enfants, mais qui sont nécessaires pour eux, pour apprendre à grandir. Et c'est vrai que dans Abricot l'escargot, la quête d'identité de cet escargot, elle est un peu particulière, mais c'est un thème d'actualité. Et les enfants, ils sont confrontés de plus en plus par l'accès aux médias et aux réseaux sociaux, c'est leur fameux écran. Et donc, c'est une quête qui est parfois naturelle et innée, mais parfois ils y sont invités par les réseaux sociaux, et donc je trouvais important d'aborder ce sujet afin qu'ils ne soient pas happés par des idées extérieures qui leur dicteraient une conduite et qu'eux-mêmes fassent un cheminement pour avoir leur propre opinion, leur propre volonté dans ce qu'ils souhaitent devenir ou être, ou qu'ils abordent le thème avec leur propre réflexion. Vous vouliez juste rajouter quelque chose? Oui, en fait, j'avais parlé exactement de la même chose par rapport au conte, et c'est vrai que c'est des thèmes, tous les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, on les a déjà presque abordés avant. Le harcèlement, on pourrait dire, vilain petit canard, tu vois, je veux dire, mais à proportion gardée. Ce que je trouvais dans les contes qui est intéressant, c'est que ça laisse quand même au lecteur, à l'enfant, la possibilité de se projeter dans le fait que le héros réussit toujours à trouver des solutions dans les péripéties. Et finalement, ça se finit presque toujours bien. Et ce que je trouverais dommage dans un roman, ou enfin, une histoire pour enfants, c'est que la réalité, qu'il n'y ait pas de solution, qu'il ne puisse pas trouver de solution dans ce qu'on lui apporte comme à lire, quoi. Et donc toujours lui donner une possibilité de... Par exemple, dans les contes, soit c'est le héros qui trouve une solution, soit il est aidé par une fée, mais une fée c'est toujours le héros qui est multiplié, les images c'est toujours quelqu'un qui va intervenir, ce sera toujours quelqu'un qui représente le héros aussi, hein. La fée, ça peut être ça peut être la belle au bois dormant aussi, hein. Ça peut être les deux personnages, mais ça veut dire qu'il y a une possibilité de résoudre un problème. Et moi je pense que c'est bien de témoigner de choses difficiles et violentes, mais de donner quand même à dire on peut s'en sortir, il y a des solutions, etc. Et ça, il faut être... Sinon, c'est des témoignages, quoi. Et je veux dire, voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En fait, moi, je partage vraiment votre avis. Et justement, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure par rapport à ce qui est développé dans mon roman. Mais en fait, moi, c'est un récit initiatique. Hein. Donc, au départ, on est vraiment dans la tribu des Miaoué, au cœur de la forêt amazonienne. Et pour des raisons étranges de ses membres, va partir et aller donc sur le fleuve, au-delà de péripéties, donc où il devra trouver des solutions. Et l'un des thèmes abordés, puisque en fait, il va se retrouver plongé, il va quitter cette jungle dans laquelle il vit, mais une jungle dont il connaît les règles, dont il connaît les dangers, il va se retrouver dans une autre jungle, la jungle des hommes, qui est beaucoup plus cruelle.
et notamment donc avec le travail des enfants. Et c'est donc une des thématiques qui est abordée dans mon roman. Et justement, à chaque fois, à chaque étape de ce voyage initiatique, il est justement amené à trouver des solutions par lui-même. Et c'est exactement ce que je voulais transmettre aux enfants, parce que comme je disais, c'est à partir de 10 ans. À 10 ans, pour eux, c'est aussi une épreuve, ils vont partir au collège. Et donc, c'est leur montrer que c'est pas parce qu'on quitte aussi la famille, qu'on quitte sa tribu, qu'on ne va pas par soi-même trouver des solutions. Et pour moi, c'est justement aussi la base de l'éducation, savoir donner des racines et des ailes à ses enfants. Et ça, c'est le propos aussi que j'ai voulu démontrer et amener aussi dans la réflexion des lecteurs. Voilà. Tu peux ajouter quelque chose? Oui. Bon, ben alors justement, cette histoire de conte, pour moi, c'est très précis parce que un conte, c'est pas une histoire. Et d'ailleurs, je le dis au début de la nouvelle version des contes de Ma Méditerranée, parce que quand je vais dans une classe et que je demande aux enfants, alors dis-moi ce que c'est un conte. Est-ce que c'est une histoire? Je dis non, un conte, c'est pas une histoire. Alors quelle est la différence? Alors ils savent pas. Ou alors il y en a qui me disent, ça commence par il était une fois. Je dis oui, d'accord. Et en fait, je leur fais vraiment le schéma du conte au tableau, c'est-à-dire que ici manuellement, on va dire que le conte il démarre là. Le héros, évidemment, il va y avoir des épreuves de plus en plus difficiles, donc il va tomber de plus en plus bas, jusqu'au moment qui va être vraiment le plus dramatique, où on se dit ça va le finir, ce conte. Et en fait, la situation finale doit toujours être au-dessus de la situation initiale. Pourquoi? Pour justement dire que toutes ces épreuves qui sont tombées sur le dos du héros, et donc de l'enfant aussi qui va s'identifier, on peut, ce que tout le monde a dit, s'en sortir. Et ce qui est important, je voudrais prononcer un mot, c'est le mot espérance. Voilà, donc pour les enfants, c'est toujours important de leur dire qu'effectivement, il y a des solutions. Et même si dans un conte, on se fait aider par la magie, mais dans la vie, on peut dire que des fois, oui, il y a des choses qui se produisent, on ne sait pas comment, et que ça finit bien. Voilà. Moi, c'est la même, enfin, c'est pas la même chose, mais justement, pour rebondir à ce qu'elle disait la dame, c'est pas la même. Il me semble que quand on est enfant, il y a longtemps, que les contes, c'est pas la même chose que les romans. Est-ce que les romans, vos romans, ils finissent bien, d'après ce que je comprends? Parce que nous, pour les adultes, des fois, ça finit mal. Et deuxièmement, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, là, je suis en face. Alice au pays des merveilles sur cet arbre-là. Alors j'aimerais savoir, parce que justement ce que vous disiez vous tout à l'heure par rapport au conte de Grimm, Bodane et tout ça, moi quand j'ai appris plus tard que Bodane c'était l'histoire de l'inceste, c'était pas ça, puisqu'elle inventait des trucs pour pas affronter son père, que pensez-vous de se marier avec son père, oui. Que pensez-vous de Alice au pays des merveilles? Parce que paraît que là aussi, il y a eu, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, moi j'étais fan de cette Alice au pays des merveilles, et puis pareil, c'était pas si bien que ça, il y a aussi des thèmes abordés que j'ai peut-être pas vus. J'aimerais savoir ce que vous en pensiez de cette Alice au pays des merveilles, avec vous qui êtes dans les romans et contes pour enfants. Alors personnellement, je crois que Lewis Carroll était quand même un pédophile. On va quand même dire les termes. Donc je ne sais pas s'il y a des messages cachés, il y en a sûrement que je n'ai pas vus. Moi perso, c'est un roman que j'aime bien. Mais moi aussi, c'est pour ça que j'étais déçue de l'avoir aimé. Le problème, c'est que les contes qui sont lus par les enfants, ils ne savent pas de quoi ça parle en fait. Je pense. Ils voient que la magie, c'est que c'est pas dans le réel. Coubertin est un misogyne. Oui, mais c'est pas pareil, un misogyne. Il faut remettre du contexte, c'est ça le truc. Ça n'empêche pas d'apprécier l'œuvre, mais le contexte est le même malheureusement et il est très triste. Ça ne veut pas dire que l'œuvre est mauvaise. Non, mais pour les enfants, c'est quand même dommageable, je trouve. Bien sûr. Il y a des mais si on leur donne du rêve sur des bases d'inceste, oui, parce que ça, ils ne le comprennent pas. Moi, je trouve que c'est dommageable. C'est ce qui me dérange. Alors que maintenant, je pense que les livres que vous écrivez et que les gens comme vous écrivent à notre époque ne sont plus autant dans l'irréel. Tout à fait. Sont
il faut quand même que les enfants restent dans le réel. C'est bien la magie, mais jusqu'à une certaine limite. Harry Potter peut-être, mais... Ça aussi, Harry Potter, voilà, les trucs de pédophilie. C'est ce qui me dérange. Dans les contes d'avant, j'ai beaucoup de mal à pour les enfants, à leur faire voir les contes les films de contes d'avant. Moi, mes petits-enfants, j'ai beaucoup de mal avec ça. Peut-être simplement, on a peut-être besoin de faire la part des choses, de séparer l'auteur et sa vie personnelle de l'œuvre. Dans l'œuvre, peut-être que ça ne transparaît pas. Non, mais je veux dire, peut-être que le message porté par l'œuvre ne reflète pas les problèmes personnels ou maladifs de l'auteur. Non, mais quand on parle de Podane, c'est pas une question. Déjà, le fait de se marier avec son père, quel soit l'auteur. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, l'inceste dans le monde. Il y a des petites filles qui sont mariées à leur père ou à d'autres hommes adultes. Comprennent ça. Est-ce que les enfants, les petits comprennent ça, que c'est de l'inceste? Non, ils ne comprennent pas. C'est une En fait, le conte est une métaphore de ce qui se passe en réalité, et il peut être lu à divers degrés. Pour eux, ça va être juste l'histoire d'une fille qui se met une peau d'âne sur le dos pour échapper à son père. Voilà, c'est ça en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout que Podane, en fait, elle utilise de stratégies pour ne pas se marier avec son père. Donc, et ça, voilà, c'est ce qu'on retient. Donc, du coup, l'idée, c'est, oui, on se marie pas avec son père. C'est pas, on va pas forcément parler de l'inceste, des relations qui peuvent être des relations. Mais l'idée qui sera véhiculée par ce conte, c'est, non, on ne se marie pas avec son père. Bon, après, on se marie avec son prince, mais ça aussi, ça reste. Notre idée à développer, mais en tous les cas, celle de se marier avec son père est défendue. Oui, alors oui, pour rebondir ce qu'elle disait Cathy, je comprends bien ce que tu veux dire. C'est sûr que commencer à notre époque, moi quand j'avais 7 ans, je ne comprenais pas que ma mère, je ne savais pas comment se faisaient les enfants, je suis d'une autre époque. Maintenant, comment c'est accueilli. Et pour rebondir encore sur Lewis Carroll, il n'y a peut-être pas de signe, je vais le relire. Mais je veux dire, pédophile ou pas, je veux dire, s'il y a des messages, comme on dit, subliminaux, non, je ne sais pas comment on dit, oui, ça, c'est pas trop, je veux dire, je ne sais pas, hein, finalement. Alors peut-être que maintenant on coupe les cheveux en 4, on se pose tellement de questions sur plein de trucs, que c'est horrible, hein, parce qu'on est plus naturel. Moi, des fois, je parle aux enfants dans les... Je ne dois peut-être pas dire que je suis pédophile, je ne sais pas. Je parle aux enfants, moi j'aime bien parler aux enfants quand je prends le bus, parce qu'ils sont... Voilà, tu vois, il y avait toute une... Pour l'anecdote, il y avait une petite bestiole, alors ni moi, ni la petite enfance, on voulait la tuer, cette bestiole. Bon, c'était beau, il n'y a pas que des enfants violents, peut-être qu'après ils seront violents, mais je veux dire... les parents, ils regardent comme ça, parce qu'ils disent mais qu'est-ce qu'elle parle aux enfants, voilà, on n'a plus cette insouciance, moi je l'ai toujours, d'ailleurs on m'appelait Alice Merveille quand je travaillais, c'est pour ça que je rebondis sur... Mais c'est vrai que ce qu'elle nous dit, voilà comment on le présente, comment ils le perçoivent. Harry Potter c'est pareil, hein, c'est très, très particulier Harry Potter, hein, moi j'aime beaucoup, mais avec le recul, voilà, qu'est-ce que, on a, comme on dit, trop d'informations tue l'information. Après on ne sait plus ce qu'on pensait super bien. Et moi je ne suis pas tellement d'accord, mais après j'arrête de parler parce que je ne suis pas tellement d'accord sur l'histoire je ne suis pas d'accord sur l'histoire de séparer l'œuvre de l'homme. Voilà. Après, je crois que ça va être le grand débat. Voilà, après on fait ce qu'on veut, hein, mais je suis... Enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Voilà, après peut-être, surtout dans les films, surtout, moi je ne suis pas pour... on en a parlé plusieurs fois dans mon bureau, de ces histoires entre midi et 2. Je ne sais pas, point d'interrogation. Bon. Voilà, allez, merci. Alors, il y a encore juste 2 questions. Donc, une remarque. Une dernière remarque. Justement, ça m'a vraiment fait penser à votre livre. C'est que l'important,
de quoi qu'on puisse parler, l'important c'est qu'il y ait du plaisir, d'accord? Et c'est que ce que j'ai trouvé dans votre petit bouquin, là, juste je viens de le regarder, cette histoire d'escargot. En fait, c'est en troisième, c'est en 10e lecture presque, je veux dire, cette histoire de genre. Okay. Oui, c'est pour ça l'enfant, en fait, ça restera en lui peut-être au moment, ça va ressortir au moment où il en aura besoin. Mais quand il va le lire, c'est le plaisir qu'il va avoir à lire le bouquin qui est le plus important. Et pas, lui, dans le message, il n'est pas présent tout de suite. Ça peut être, peut-être que 10 ans après, il va se dire « Ah ben oui, c'était escargot en fait », vous voyez ce que je veux dire? Et le plaisir de lire, et que ça soit, voilà, que ça soit un plaisir, c'est ça. Mais c'est l'inconscient aussi hein, qui enregistre ces choses-là. Donc, vous dites 10 ans après, il veut se souvenir, mais c'est même pas forcé. C'est son inconscient, c'est quelque chose qui travaille en arrière et puis qui lui servira dans sa vie. Et le rôle du livre, c'est quand même essentiellement qu'il y ait un rapport joyeux quand même, sûr. À un moment, enfin pour les enfants. L'évasion. Après, quand on est adulte, c'est différent. Mais que ce rapport-là, il soit, qu'il donne envie d'en lire un autre, parce que si ça plombe, oui, il faut toujours rester positif. Il y avait juste une question de Christophe et après Emmanuel qui voulait réagir. Christophe, on peut-être. Non, c'était aussi une réflexion. C'est simplement, on parlait effectivement, c'était très intéressant. Je pense que là, toutes les réflexions qu'il y a eu se complètent énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant, quand il est jeune, il a ses questions. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il se retrouve seul face à sans réponse. Et les livres ont différents degrés, effectivement, et je pense que selon l'âge, selon la sensibilité, selon ce qu'il a vécu, le livre va lui faire écho, ou alors à un premier degré, il lira tout simplement l'histoire par plaisir. Ou alors, effectivement, la métaphore va, à travers les mots choisis, va lui parler et va peut-être réveiller en lui, finalement, certains problèmes qu'il connaît, et qu'il va peut-être réussir à résoudre ou pas, grâce aux parents, grâce à la lecture, ne plus se sentir seul à ce moment-là. Et ça, c'est très intéressant, parce que même avec les adultes, je crois qu'on est pareil. C'est-à-dire que le livre, je suis sûr que si on lit, parce qu'on nous force à lire aussi alors je vous le dis, je suis enseignant aussi. On peut applaudir Christophe aussi, alors. On peut applaudir Christophe aussi, alors. C'est gentil, je joue que mérite. Non, c'est juste pour dire que... Oui, voilà. C'est ça, oui. Non, c'est vrai que on nous demande de lire ça, de lire ça. Alors on y trouve un intérêt intellectuel parce qu'il y a le côté de l'écriture qui nous révèle aussi, alors justement la dissociation entre justement le narrateur, ce qu'on nous demande de faire, et l'écrivain, donc et la personne, je veux dire. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même un esprit, il y a comme une intention. Mais tout ça pour dire que l'adulte lui aussi, il va trouver dans ces livres-là différents degrés. Et à la fois son message, et si on lisait justement, donc je disais, un conte ou un livre, un roman, maintenant qu'on a lu quand on était jeune, on n'aura absolument pas la même lecture, et ça, ce qui prouve bien que c'est enrichissant, et que les auteurs, à travers les siècles, l'homme ne parle que de l'homme, enfin je citerai Terence, n'est-ce pas, rien de ce qui m'est humain ne m'est étranger, et je pense qu'un livre, il défie le temps et l'espace, et c'est quelqu'un qui nous parle de nous, à différentes époques, à différents moments, mais il parle de nous, et donc ça fait forcément écho, que ce soit aux enfants, que ce soit à nous en même temps. Merci Christophe. Dernière info pour ceux qui aiment Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Elle lisait une initiation maçonnique, elle dit oui c'était maçon. Et en fait vous comprenez, Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, ça se trouve sur internet très facilement, de lire comment se déroule une initiation maçonnique. En fait, c'est une initiation maçonnique pour Alice au Pays des Merveilles. Et de l'autre côté du miroir, ça s'ouvre sur un échiquier, qui est un des symboles maçonniques et les plus courants. Moi, je suis enseignante aussi, je travaillais sur Alice. Donc, et en fait, on sait que le père de Lewis Carroll était maçon. On suppose que lui aussi l'était. Il n'y a rien qui l'atteste de manière absolue. Mais quand on lit les deux romans, ce sont des symboles maçonniques qui s'enchaînent les uns aux autres. Donc, il y a autre chose que l'évolution de l'enfance. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Et juste Emmanuel pour conclure. Voilà, j'aimerais bien aussi rebondir sur tout ce qui a été dit. Je trouve que la réflexion de Madame est très intéressante et c'est en lien avec ce pourquoi personnellement j'ai mis beaucoup plus de réserve sur le conte. Parce que bon, déjà le livre c'est pas une formule magique qui va tout faire comprendre aux enfants, c'est un outil et l'outil pour être bien utilisé il faut les bonnes personnes.
C'est pour ça qu'il faut que si les parents ne sont pas à côté pour expliquer ce qui s'y passe, ça ne va servir à rien. Parce que le fait que ce soit métaphorisé, l'enfant il va juste être spectateur d'une histoire avec de la magie. Voilà, jamais il va prendre il va attraper le message. C'est pour ça que si l'enfant ne comprend pas le message sur l'inceste dans Podane, alors ça ne répond pas à notre question. Ça ne sert pas au fait de faire véhiculer ce message qui, on le disait juste avant, est très important. Je pense que avant tout, ce qu'il faut pour ces enfants, c'est d'y mettre vraiment la mimésis, que eux comprennent et se mettent à la place plutôt que de regarder d'un point de vue extérieur. S'ils ne peuvent pas prendre la place de ce personnage et de réellement comprendre ce qui lui arrive, alors en réalité, le thème ne sert pas à grand-chose. C'est juste une histoire qu'ils vont survoler, qu'ils vont oublier, et 15 ans plus tard, ils vont apprendre qu'en fait, le message, c'était ça. Parce que quel enfant est au courant que dans la chanson du petit navire, ça parle de cannibalisme? Quel enfant va comprendre qu'en réalité, la Belle au bois dormant, elle s'est fait violer? Enfin, c'est des métaphores qui font qu'en réalité, on ne comprend pas le message, c'est juste une belle histoire qu'on va retenir, mais sans comprendre le fondement. C'est pour ça que le conte, c'était peut-être très adapté à son époque, mais l'objectif à la nôtre, c'est plus du tout la même. Donc, voilà. Je sais pas ce qui avait été dit, j'ai un peu oublié avec le moulin de parole. Ce que monsieur avait dit au fond, je sais que j'avais pensé à quelque chose. Non, c'est juste que moi je m'abstiendrai vraiment de donner un seul message à un bouquin. Parce que par exemple, dans le cas de Podane, on y voit l'inceste parce que voilà, il y a cette histoire de mariage, donc du coup c'est un peu direct, on va dire. Mais ça peut être aussi, vu à notre monde, ça peut être aussi l'indépendance par rapport aux parents. Ça peut être le fait qu'ils soient attachés filialement toute une vie. Il y a plein de enfin, je veux dire, je m'abstiendrai de donner l'intention de... Voilà, je pense qu'on est... peut-être fait le tour. Oui, c'est vrai que différents degrés. En tout cas, merci pour la richesse de ces échanges. Je crois que c'est la première fois dans une conférence où effectivement il y a autant de points de vue comme ça. Ce ne sera plus des conférences, mais des débats qu'on pourra lancer maintenant. C'est normal, c'est le sujet sur les enfants. Oui, c'est un sujet sensible, effectivement. Mais en tout cas, merci à tous. Moi, j'avais juste une question pour l'illustratrice qui est avec nous. Est-ce que, Domi, je parle sous ta responsabilité? C'est vrai que, sauf faire de ma part, c'est la première fois qu'on en reçoit une. Comment ça se passe pour illustrer un livre? Est-ce que tu as eu le texte avant et tu illustres en fonction? Enfin, est-ce que tu peux juste rapidement, pour conclure, nous dire comment ça se passe? Alors, en effet, j'ai lu le texte avant pour déjà m'imprégner du style narratif, pour savoir où aller. Et ensuite, j'ai construit d'abord les personnages, donc tout leur esthétique et leur prénom, etc. aussi en corrélation avec physique personnage et leur mental. Et ensuite, du coup, j'ai travaillé là-dessus sur mes personnages que j'avais déjà créés. Et ensuite, j'ai fait les décors, les plantes, les petits détails. Et j'ai surtout travaillé sur le texte d'abord. Et voilà, ça répond à ta question. Merci à tous. Donc je remercie puisqu'elle est avec nous Marine Piedana Albertini et Emmanuel Statopoulos pour les petits zigotos. Voilà. Je l'ai bien dit. Abricot l'escargot de Claire Béguin. Mystère dans la selva Amazonia de Armel Refinac. Et enfin, Janine Anziani pour Paula de Marseille à la Calanque. Vraiment à tous, merci pour ces échanges. Merci à vous les auteurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de continuer ces échanges autour d'un repas que nous a réservé donc, la Madeleine de Marcel. On se donne donc rendez-vous le prochain samedi, donc Domi. Le 8 juin. 8 juin. Le thème, c'est l'écriture et le voyage, et plus sur affinité, avec des auteurs qui sont aussi photographes, par exemple. Eh ben voilà. Donc en tout cas, voilà, on se donne rendez-vous le 8 juin pour une nouvelle conférence. Donc on espère compter parmi vous. N'hésitez pas à réserver dès maintenant votre place. Merci à tous. On continue les repas. Et encore une fois, merci à tout le bureau Unisson et à vous les lecteurs d'être présents chaque jour. Merci à tous.